Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre la différence entre la formule Renault de Dennis Hamilton et la formule Ferrari de Mark Verstappen? Parce que si, comme moi, vous êtes novice en termes de concours de voiture, ben, on ne fait pas la différence. Et puis si vous n'êtes pas novice, ben, forcément vous avez été trigger par au moins à la moitié des mots que j'ai prononcés avant et les photos que je vous ai montrées, qui sont pas du tout les photos des pilotes dont j'ai consciemment écorché le nom. Est-ce que vous savez pourquoi, malgré le fait que ça m'arrive d'en regarder des concours de voiture quand ça passe... Les courses de voiture. Les courses de voiture, merci. C'est pourquoi je fais pas la différence, simplement parce que je suis pas un pro dans le milieu automobile. Et donc, du coup, je vais pas pouvoir faire ces petites... Pardon. Crotte de nez. Pas du tout. C'est pas vrai. Ces petites nuances. J'arrive pas à faire ces petites nuances entre deux produits qui sont, à mes yeux, extrêmement compétitifs, quoi. Et c'est pareil dans le milieu audiovisuel pour un novice qui va regarder, je sais pas, 2 films faits avec 2 caméras différentes ou avec 2 séries d'optiques différentes. Le novice, le profane, il va pas faire la différence. Par contre, l'œil aiguisé, oui. Et donc, j'étais en train de faire mes tests optiques et je voulais comparer un petit peu des objectifs les uns avec les autres. Donc, si vous voulez voir des tests optiques, on a fait un petit chapitrage, on peut directement aller regarder dans les commentaires et puis un peu plus loin dans la vidéo, vous allez avoir les tests. Et je me suis dit, qu'est-ce qui finalement fait la différence visible pour tout le monde, que ce soit un simple spectateur, un client et même pour un œil aiguisé, d'une optique à une autre. Alors attention, je ne parle pas des optiques anamorphiques contre les optiques sphériques. Évidemment, il y a une différence que tout le monde verra. Je ne parle pas des longues focales contre les courtes focales. Non, je parle d'un 35 mm, par exemple, sphérique, entre une marque, une autre, une époque contre une autre époque. Quel est le facteur le plus pertinent qui pourrait dire « Ah ouais, je préfère cette optique plutôt que celle-là ». Et je me suis dit, finalement, c'est les flares. C'est pas forcément le piqué, c'est pas forcément le contraste, c'est pas forcément les aberrations chromatiques. Ça peut être l'ouverture, mais à une ouverture identique, est-ce que des flares seront plus jolis à gauche ou à droite? Alors bien sûr, il peut y avoir des vraies différences en termes de poids, de prix, de taille de série, mais une fois qu'on a passé tout ça, une fois qu'on est dans le rendu, on va pas aller regarder sur la jaquette du DVD ou dans la description en Netflix quelle série d'optiques ils ont utilisé, on va juste s'intéresser à est-ce que l'optique sert le propos qu'a voulu tenir le réalisateur ou le directeur photo. Et pour moi, le trait qui est indéniable, incontestable, objectif dans l'artistique, c'est les flares. Simplement parce que c'est ce qui va être le plus visible et le plus frappé n'importe quel œil, aiguisé ou pas, quand il va regarder une image. Et avant de comparer également quelques optiques entre elles, j'aimerais qu'on prenne 2 secondes ensemble pour voir qu'est-ce que c'est qu'un flare. Alors on sait tous ce que c'est qu'un flare, hein. Gros budget, gros budget. Je croyais que vous étiez où, là? Puzzle vidéo, ici, bébé. Alors, techniquement, qu'est-ce que c'est qu'un flare? Un flare, c'est un artefact qui se produit dans l'objectif. L'objectif, c'est une lentille qui capte la lumière et qui la renvoie derrière sur le plan film ou le capteur. Alors, dans cet objectif-là, il y a une lentille. C'est la version la plus simple de l'objectif. Mais évidemment, les objectifs qu'on a actuellement ont beaucoup plus de lentilles. 5, 6, 9, 10, 11. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière, à chaque fois qu'elle passe dans ces lentilles, prend un chemin différent jusqu'à finalement venir toucher notre plan film. Et donc, à chaque fois que la lumière passe à travers un verre, elle change de chemin à cause de la forme du verre, du traitement du verre et également l'indice de réfraction. Par moment, elle passe dans le verre, par moment, elle passe dans l'air. Et elle continue son petit bout de chemin. Ce qui se passe, c'est que par moment, il y a de la lumière qui est réfléchie à l'intérieur de l'objectif et qui retourne en arrière pour venir illuminer des verres par l'arrière. Et cette lumière parasite, par moment, on la voit pas. Tout simplement parce que la quantité de lumière qui traverse est tellement homogène qu'au final, les petites déperditions, on les sent quasi pas. Mais lorsqu'on fait rentrer de la lumière très forte, un point lumineux très fort, alors la lumière réfractée par ce point lumineux va rebondir et complètement perturber le reste de la lumière de l'image. Et ça provoque des flares. Le grand jeu des fabricants optiques a été de trouver des traitements anti-reflets, dont on a tous entendu parler, qu'on porte même sur nos lunettes, qui permettaient de limiter les flares. Évidemment, avec les technologies avançant, les décennies, les siècles avançant, bon, on a trouvé des traitements de plus en plus performants jusqu'à avoir quasiment plus de flares. Mais ça ne nous aide pas forcément au cinéma. Parce qu'au cinéma, on aime bien avoir des flares. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des flares.
Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, dirait un robot. Parce que ce texte a été écrit par ChatGPT. Donc pas du tout. Alors, on a plusieurs types de flares qui existent. Alors, quand il n'y a quasiment pas de reflets sur les traitements, les flares ressemblent à ça, une sorte de soleil. Ces flares-là, on les appelle des starbursts. Ils ont un nombre d'étoiles correspondant au nombre de lamelles de votre diaph. Et plus vous fermez votre diaph, et plus votre flare a des branches fines. Il y a une vraie corrélation d'ailleurs entre les diaphes et les flares. Souvent, on a des flares qui sont octogonaux ou hexagonaux. Et c'est directement lié au fait qu'au moment où on a fait la prise de vue, on a fermé un peu le diaph, et la forme qu'on voit dans ces flares-là, c'est tout simplement la forme du diaph. Alors, je vais vous donner une liste non exhaustive de ce qu'on peut faire avec des flares. La première chose qui vient en tête, évidemment, c'est créer un mood, hein, comme dans les pubs de parfum, par exemple, ou des scènes amoureuses, où on veut donner un côté très suave à l'action, ou au contraire, comme dans The Revenant, où les flares sont censés montrer un environnement très dur, austère, et donc du coup, les flares sont très froids, sont très piquants, tranchants, hein, qui vous poignardent un peu avec un couteau. C'est vraiment pour rajouter et amplifier le sentiment dur déjà des scènes, de l'environnement et de l'histoire qu'on nous raconte. Il y a aussi les flares qui occultent une partie du visage d'un personnage. Alors on a souvent ça dans les scènes de désert. Ça donne un côté qui est très mystérieux à la personne. Les flares peuvent aussi appuyer un trait caractéristique d'un héros. Par exemple, cette scène de Equalizer, Denzel Washington vient sauver le futur de ce jeune qui allait se faire embarquer dans des histoires de drogue pas croyables. Et la mise en scène et la photographie ont décidé de mettre Denzel Washington dos à cette porte avec ce flair qui est magnifique, qui englobe, qui est joli, qui a un flair d'espoir. Et ça ajoute quelque chose de presque biblique, hein, comme la lumière du paradis, enfin la lumière au bout du tunnel pour ce petit jeune, mais qui passerait par le personnage de Denzel Washington. Une autre utilisation des flares, c'est créer de la texture dans l'image. Meubler une image qui peut être un peu trop vide parce que peut-être le fond n'est pas assez riche, la déco n'est pas assez clinquante. On voit ça beaucoup dans les clips, hein, des flares, en veux-tu, en voilà. Et c'est aussi utilisé pas que dans les clips, mais beaucoup dans les clips, mais également en fiction, pour donner de la profondeur à une image. Voilà, ça nous donne un premier plan. On a beau avoir un premier plan, on en a encore un premier avec le flare qui, lui, est carrément le premier plan dans l'optique. Sans compter que vraiment, les sources lumineuses peuvent passer derrière un objet ou une personne pour donner encore plus cet effet de profondeur. Dans certains cas, vous pouvez utiliser aussi des flares pour donner l'impression du mouvement. Surtout sur des plans très très larges, comme en drone par exemple, vous pouvez donner une sensation de mouvement en laissant bouger légèrement un flare dans votre image. Ça va accentuer le mouvement et encore donner de la profondeur. Alors, vous pouvez aussi utiliser des flares pour révéler un objet ou une personne. Voilà, qui est bloqué dans un flare, et d'un coup, le flare bouge. Waouh! Et là où on avait le flare, maintenant, on a la personne ou le produit, et donc, du coup, le spectateur va associer ce flare avec ce produit ou cette personne. Si c'est un flare vert, un peu inquiétant, ou si c'est un flare chaud et plutôt rassurant, on va pouvoir coller au produit ou à la personne une intention, un sentiment qui va transparaître dans les yeux du spectateur. Il y a par moments des flares ajoutés en post-prod, justement, qui permettent de mettre le point là où l'œil doit regarder. Par exemple, sur cet hélicoptère qui sort, il n'y a aucune raison qu'il y ait un flare à ce moment-là. Vous savez, c'est un petit peu comme ces petits... Le flare, ça peut aussi annoncer un objet hors champ. Ça peut être, je sais pas, une voiture, un danger, une explosion ou un vaisseau spatial, comme dans cet extrait de Star Trek de J.J. Abrams. Et le fait qu'on introduise ce vaisseau spatial par ce flair comme ça, très 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 puissant, évidemment, ça rajoute encore plus à la superbe de ce qu'on va nous révéler par la suite. Et bien dans cette scène, toujours de Star Trek en 2009, les flares sont utilisés presque de manière stroboscopique, juste pour donner du rythme. Il n'y a aucune raison d'avoir des flares à l'image plus que ça. Mais ça donne du rythme, il se passe des choses, des gens passent devant, derrière, on sent qu'on est dans l'urgence. Et bien, l'utilisation de ces flares nous fait encore plus ressentir ce besoin d'urgence. On est presque perdu, l'œil s'affole. Et tout ça, tout ce que je vous ai dit, c'est une liste qui est non exhaustive de tout ce qu'on peut faire avec des flares. J'aime bien cette phrase. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous laisser regarder dans un silence presque religieux les différents tests que j'ai faits. Voilà, je vous les mets, je ne dis rien pour pas vous influencer. Et je vais vous mettre à la fin de chaque image le nom de l'objectif ou de la série, de manière à ce que vous puissiez avoir une idée de avec quel objectif vous seriez le plus sensible de partir pour votre prochain tournage. Moi, je vous dis à très bientôt, puisqu'on va pas se revoir à la fin de ces images. Et à dans une prochaine vidéo. Ciao!